Je m'appelle Paige Dawson. J'ai 32 ans. Et la première fois que j'ai vu ma famille biologique en 20 ans, ils se tenaient sous ma caméra de Porsche avec 4 sacs rembourrés et le désespoir écrit sur leur visage. Mon père a appuyé sur la sonnette encore et encore. S'il te plaît, pardonne-nous. Tu nous as tellement manqué. Ma mère a regardé au-delà de lui, vers ma maison. Ta maison est immense. Tu as beaucoup de place. Pouvons-nous rester ici? Ma sœur s'est approchée de la caméra. Nous n'avons pas mangé depuis 3 jours, s'il te plaît. Je suis resté derrière la porte verrouillée et j'ai répondu par l'interphone. De quel enfant parlez-vous? L'enfant de qui? Parce que je ne suis pas la vôtre. Vous avez pris cette décision il y a 20 ans. Maintenant, partez. Leurs expressions ont changé instantanément. La tristesse a disparu. Quelque chose de plus froid l'a remplacé. Mon père a plaqué ses mains contre la porte de sécurité pendant que ma mère commençait à pointer du doigt la pièce qu'elle pouvait voir à travers les fenêtres. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient venus pour réclamer ce que j'avais construit. Avant que je vous dise pourquoi je ne suis jamais revenu, dites-moi quelle heure il est où vous êtes et si le sang seul fait de quelqu'un une famille. Pour comprendre pourquoi j'ai gardé cette porte verrouillée, je dois vous ramener à Fort Wayne, en Indiana, à l'été 2006. À l'époque, j'étais Paige Mercer, âgé de 12 ans et classé en permanence comme l'enfant difficile dans une famille qui paraissait respectable de l'extérieur. Mon père, Randall Mercer, possédait Mercer Heating & Cooling, une petite entreprise de CVC qui desservait les maisons et les entreprises à travers le comté. Les clients l'aimaient parce qu'ils se souvenaient de leur nom, riaient fort et offraient des réductions aux églises locales. Ma mère, Patricia, gérait les rendez-vous, les factures et les plannings des employés. Les gens disaient quelle était la raison pour laquelle l'entreprise restait organisée. Ma sœur de 15 ans, Brooke, était la star de la famille. Elle participait à des concours de beauté, apparaissait dans des publicités de grands magasins locaux et suivait des cours de danse 4 soirs par semaine. Randall disait à quiconque voulait l'entendre que Brooke était destinée à devenir célèbre. J'étais intéressé par des choses différentes. J'aimais les vieux bâtiments, les plans d'étages, les mesures et la façon dont des pièces séparées pouvaient être assemblées pour créer quelque chose de solide. Je pouvais regarder une pièce une seule fois et me souvenir de la position de chaque porte et fenêtre. À l'école, mes professeurs louaient mes projets de conception et mon raisonnement spatial. À la maison, prendre un moment pour réfléchir avant de répondre était considéré comme la preuve que j'étais lente. Randall m'appelait le retard de la famille. Patricia me disait que je compliquais les situations simples. Brooke utilisait le mot idiote si souvent que finalement mes parents ont commencé à le répéter comme si c'était mon vrai surnom. Leur traitement à mon égard était rarement assez dramatique pour alarmer les étrangers. Au lieu de cela, ils se manifestaient par un millier de petites humiliations. Quand j'ai corrigé une mesure que Randall avait notée dans une quincaillerie, il m'a dit que les gens intelligents devraient être capables de trouver leur propre chemin pour rentrer à la maison. Il est parti en voiture et m'a fait marcher près de 4 miles. Quand mon école a sélectionné ma maquette de centre communautaire pour une exposition de design régional, Patricia a retiré ma candidature parce que Brooke avait besoin de quelqu'un pour porter des costumes à un concours de beauté le même après-midi. Brooke a une fois arraché le toit d'une maison miniature que j'avais mis 3 semaines à construire. Elle a dit à Randall que la structure s'était effondrée parce que je l'avais mal mesurée. Il m'a ordonné de m'excuser d'avoir embarrassé la famille avec un travail de mauvaise qualité. Le voyage à Chicago a commencé lorsque Brooke a reçu un rappel pour une campagne publicitaire d'un grand magasin. L'audition se tenait dans un studio du centre-ville, et Randall en parlait comme si un producteur d'Hollywood lui avait déjà offert un contrat. J'ai supplié de rester avec un voisin, mais Patricia a dit que Brooke avait trop de housses à vêtements et avait besoin d'aide pour les porter. Avant le lever du soleil, nous avons chargé le VUS bleu foncé de l'entreprise et sommes partis vers l'ouest. Plusieurs heures après le début du voyage, Randall m'a tendu un atlas routier plié. « Rends-toi utile », a-t-il dit. « Dis-moi quelle sortie nous mène au centre-ville. » J'ai tracé l'itinéraire et expliqué que nous devions rester sur l'autoroute jusqu'au prochain grand échangeur. Brooke s'est penchée entre les sièges et a insisté sur le fait qu'elle avait vu un panneau pour le centre-ville derrière nous. Randall a immédiatement suivi sa suggestion. 10 minutes plus tard, nous nous déplacions dans la mauvaise direction à travers un trafic de chantier. Je lui ai dit que nous devions faire demi-tour. « Arrête d'embrouiller tout le monde », a dit Patricia.
Au moment où nous sommes arrivés au studio, le rendez-vous de Brooke avait été réattribué. Elle est retournée en courant au VUS en pleurant et a annoncé que j'avais détruit son avenir. Randall a refusé d'admettre qu'il avait ignoré mes indications. Patricia a dit que j'aurais dû parler plus clairement. Brooke a donné un coup de pied à l'arrière de mon siège et m'a dit que je ruinais tout ce que je touchais. Je m'attendais à ce que nous rentrions à la maison. Au lieu de cela, Randall a conduit plus profondément dans le centre-ville de Chicago. Personne n'a expliqué où nous allions. Il a complètement cessé de parler, ce qui était pire que de crier car cela signifiait qu'il planifiait quelque chose. Quand la tour de l'horloge en briques rouges de la gare Union de Chicago est apparue devant nous, il m'a finalement regardé dans le rétroviseur. « Tu continues d'agir comme si tu étais plus intelligente que tout le monde », a-t-il dit. « Alors maintenant, tu vas le prouver. » Troisième partie. La gare Union de Chicago. En fin d'après-midi, Randall s'est garé à côté d'une entrée de la gare Union de Chicago et m'a dit de prendre mon sac à dos. J'ai demandé pourquoi, mais il a dit que je devais sortir et demander à quelqu'un comment rejoindre Fort Wayne. Sa voix semblait si désinvolte que j'ai supposé que c'était une autre punition déguisée en leçon. Je pensais qu'il voulait que je parle à un employé, que je retourne au VUS et que je répète les indications. Je suis descendu sur le trottoir avec mon sac à dos, les portes se sont verrouillées derrière moi. Randall a baissé sa fenêtre juste assez pour que je l'entende. Voyons comment cette idiote trouve son chemin pour rentrer à la maison. Patricia a ri. Elle a couvert sa bouche, mais pas parce qu'elle était horrifiée. Elle essayait de ne pas rire trop fort. Brooke s'est penchée sur la banquette arrière et m'a regardé droit dans les yeux. De toute façon, elle n'a pas sa place dans cette famille. Puis le VUS s'est inséré dans la circulation. Au début, j'ai cru qu'il ferait le tour du pâté de maison. Randall aimait me faire peur puis agir comme si j'avais échoué à un test en ayant peur. Je suis resté près de l'entrée et j'ai observé chaque véhicule bleu foncé qui s'approchait. Chaque fois qu'un ralentissait, je soulevais mon sac à dos et me préparais à courir vers lui. 10 minutes ont passé, puis 20, puis 40. Je suis entré et j'ai vérifié ce que j'avais avec moi. Il y avait $14 dans mon portefeuille, ma carte d'identité scolaire, 2 crayons, un carnet et une demi-barre de céréales. Je ne possédais pas de téléphone portable. Randall disait que seuls les enfants ayant une vie sociale avaient besoin de téléphone, et selon lui, je ne remplissais pas les conditions. J'ai trouvé un téléphone public et j'ai appelé notre numéro de maison. Le téléphone a sonné jusqu'à ce que le répondeur se déclenche. J'ai réessayé. Personne n'a répondu. J'ai laissé un message disant que j'étais à l'intérieur de la gare et que j'attendrais près de l'entrée principale. Ma voix semblait calme car j'essayais toujours de prouver que je pouvais réussir n'importe quel test que Randall avait inventé. J'ai étudié le tableau des billets et j'ai vite compris que $14 ne me ramènerait pas en Indiana. J'ai examiné un plan de transport en commun, espérant qu'il pourrait y avoir une série de bus locaux qui pourraient me rapprocher. J'ai copié plusieurs numéros de ligne dans mon carnet, je suis retourné à l'entrée, j'ai attendu, puis j'ai de nouveau vérifié le plan. C'est ainsi que Denise Holloway m'a remarqué. Denise gérait l'un des petits comptoirs de nourriture à l'intérieur de la gare. Elle m'avait vu traverser le hall plusieurs fois sans rien acheter ni rencontrer personne. Elle s'est approchée lentement et m'a demandé si j'attendais un train. Ma famille revient, lui ai-je dit. Quel genre de voiture conduisent-ils? Un VUS bleu. Sais-tu où ils se sont garés? Ils ne se sont pas garés. Denise ne m'a pas touché et n'a pas parlé avec la voix excessivement douce que les adultes utilisent parfois lorsqu'ils ont déjà décidé qu'un enfant ment. Elle a demandé à quelle heure ils étaient partis et si je leur avais parlé depuis. J'ai répété qu'ils revenaient. Puis elle m'a demandé ce que mon père avait dit avant de partir en voiture. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer. Denise a fermé son comptoir de nourriture plus tôt et a contacté la sécurité de la gare. L'agent Marcus Bell m'a emmené dans un bureau tranquille donnant sur le hall. Il m'a donné de l'eau et m'a demandé de raconter l'histoire depuis le début. Je m'attendais à ce qu'il dise que j'avais mal compris la blague de mon père. Au lieu de cela, il a demandé les enregistrements des caméras extérieures. L'enregistrement me montrait sortant du VUS. Il montrait les portes se verrouiller. Il montrait Patricia et Brooke se tournant vers moi pendant que Randall baissait sa fenêtre. Plus important encore, il montrait le véhicule partant et ne revenant jamais sur ses pas. Marcus a demandé mon numéro de téléphone à la maison. Quand la police a contacté Randall,
il a prétendu que je m'étais mise en colère à cause de l'audition manquée de Brooke et que j'avais sauté du VUS. Il a dit que j'étais manipulatrice, dramatique et que j'essayais toujours de punir la famille. Il a promis de venir me chercher le lendemain matin après que je me serais calmée. Marcus lui a dit que laisser un enfant de 12 ans dans un autre état pour la nuit n'était pas une solution acceptable. Randall s'est mis en colère. Je pouvais entendre des bribes de la conversation à travers la porte du bureau. Il a dit que les parents avaient le droit d'enseigner les conséquences. Il a accusé la police de récompenser les mauvais comportements. Quand Marcus lui a ordonné de revenir immédiatement, Randall a dit que la famille avait déjà conduit trop loin. Patricia a soutenu sa version. Elle a prétendu qu'ils avaient cherché dans les rues avoisinantes avant de rentrer chez eux. Les enregistrements de la caméra prouvaient le contraire. Les services de protection de l'enfance de l'Illinois ont contacté les autorités de l'Indiana. Pendant que des agents visitaient la maison des Mercey, une assistante sociale nommée Aaron Walsh est arrivée à la gare. Elle s'est assise en face de moi et a expliqué que je resterais avec une famille d'accueil d'urgence jusqu'à ce que les adultes déterminent ce qui devrait se passer ensuite. « Te sens-tu en sécurité pour rentrer chez toi ?» a-t-elle demandé. Je me suis souvenu du sourire de mon père alors qu'il s'éloignait en voiture. Je me suis souvenu de ma mère qui riait. Je me suis souvenu de Brooke disant que je n'avais pas ma place. Non, ai-je répondu. Je ne retourne pas là-bas. C'était la première décision importante que j'avais jamais été autorisé à prendre pour moi-même. 2 jours plus tard, Aaron a reçu des copies des enregistrements de sécurité et de l'appel de police enregistré. Randall décrivait toujours l'abandon comme une mesure disciplinaire. Patricia s'inquiétait toujours de ce que leurs clients pourraient entendre. Brooke avait déjà dit à ses amis que j'avais ruiné son audition et que je m'étais enfui pour attirer l'attention. Aucun d'eux n'a demandé si j'avais eu peur. Aucun d'eux n'a demandé si j'avais mangé. Ils étaient seulement préoccupés par le fait que quelqu'un avait enfin vu ce qui se passait quand il n'y avait pas de public. 3 jours plus tard, je suis entré dans la maison des Dawson à Oak Park, portant un sac d'épicerie rempli de vêtements empruntés. Thomas et Rebecca Dawson accueillaient des enfants en famille d'accueil depuis plusieurs années. Thomas était un ébéniste sur mesure qui restaurait des portes, des escaliers et des étagères encastrées dans des maisons anciennes. Rebecca travaillait comme conseillère scolaire en école primaire. Leur fille de 11 ans, Lily, attendait dans le couloir pendant qu'Aaron nous présentait. Lily m'a immédiatement rendu nerveuse. Je supposais que chaque famille avait besoin d'une fille favorite, et je m'attendais à ce qu'elle protège sa position. Au lieu de cela, elle m'a conduite à l'étage, m'a montré la chambre que nous partagerions et m'a dit que je pouvais avoir le lit près de la fenêtre. Puis, elle a vidé 2 étagères de sa bibliothèque sans qu'on le lui demande. Je ne faisais confiance à aucun d'entre eux. Je cachais des craquelins sous mon oreiller parce que je croyais que la nourriture pourrait m'être refusée comme punition. Je demandais la permission avant d'utiliser des verres, des serviettes ou des crayons. Quand j'ai renversé du lait au petit déjeuner, je me suis figé et j'ai commencé à m'excuser avant que quiconque ne réagisse. Thomas m'a tendu un chiffon et a dit « C'est du lait, Paige, pas une confession criminelle ». Pendant plusieurs mois, j'ai refusé d'entrer dans une gare. Même en voir une dans un film me serrait la poitrine. Thomas ne m'a jamais forcé à parler de Chicago. Au lieu de cela, il m'a invité dans son atelier. Il m'a montré comment identifier le grain du bois, réparer les joints lâches et calculer les angles pour les armoires. La première fois que j'ai corrigé une de ces mesures, il l'a vérifiée, a souri et a dit « Bien vu ». J'ai attendu la punition. Elle n'est jamais venue. Pendant ce temps, Randall et Patricia ont reçu un plan de réunification. Il exigeait des conseils, des cours de parentalité, des visites supervisées et la reconnaissance que me laisser à Chicago m'avait mis en danger. Ils n'y assistaient que lorsque leur avocat les avertissait que chaque absence serait documentée. Lors de notre première visite supervisée, Randall m'a ordonné de dire à l'assistante sociale que j'avais surréagi. Patricia a demandé si les gens à l'école étaient au courant de l'enquête. Brooke s'est plainte que le scandale avait nui à ses chances d'obtenir un autre contrat publicitaire. Personne n'a demandé ce dont je me souvenais de la gare. Randall a dit, « Tu savais que nous reviendrions finalement. Tu as dit à la police que tu prévoyais d'attendre jusqu'au matin. » J'ai répondu, « Cela ne veut pas dire que nous vous avons abandonné. » L'assistante sociale a écrit quelque chose dans son dossier. Randall l'a vu écrire et est devenu furieux contre moi pour lui avoir donné une mauvaise image.
Brooke m'a envoyé une seule lettre pendant tout le processus juridique. Je l'ai ouverte en m'attendant à des excuses. Au lieu de cela, elle a écrit que j'avais détruit la famille en parlant à la police. Elle a dit que les employés de Randall posaient des questions. Patricia avait cessé d'assister aux événements de l'église et les amis de Brooke la traitaient différemment. Sa dernière phrase disait « Tu as toujours voulu tout m'enlever ». Je n'ai jamais répondu. Le processus judiciaire a duré plus d'1 an. Randall et Patricia ont manqué des séances de conseil, se sont disputés avec les travailleurs sociaux et ont refusé d'admettre que leurs actions avaient été dangereuses. Chaque explication se concentrait sur ma prétendue désobéissance. Les enregistrements de sécurité les empêchaient de réécrire l'événement, mais ne pouvaient pas les forcer à accepter leurs responsabilités. Finalement, les efforts de réunification ont pris fin. Thomas et Rebecca se sont assis avec moi à la table de la cuisine et m'ont demandé si je voulais rester avec eux de façon permanente. Rebecca a bien précisé que je ne leur devais pas une réponse immédiate. Thomas a dit que l'adoption n'effacerait pas d'où je venais, mais qu'elle pourrait me donner le contrôle légal sur où j'irais ensuite. J'ai pensé à la maison des Mercey, où l'amour avait toujours été quelque chose que je devais mériter. Puis j'ai regardé Lily, qui n'avait jamais une seule fois traité ma présence comme une menace. Je veux rester, ai-je dit. Lors de l'audience d'adoption, j'ai gardé mon prénom et n'ai changé que mon nom de famille. Paige Mercey est devenu Paige Dawson. Garder Paige était important pour moi. Les Mercey avaient passé des années à me dire que tout chez moi était mauvais. J'ai refusé de renoncer à la seule partie de mon identité qui m'avait toujours appartenu. Après l'audience, Lily m'a présenté à une de ses amies d'école. « Voici ma sœur, Paige », a-t-elle dit. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Pas de blague, pas de conditions attachées. Pour la première fois, le mot sœur m'a semblé sûr. 8 ans après mon adoption, je suis retourné à la Gare Union de Chicago dans le cadre d'un projet de préservation universitaire. J'étudiais l'architecture avec une spécialisation en préservation historique, et notre classe avait été chargée de documenter comment les anciens bâtiments publics pouvaient être rénovés sans perdre leur caractère original. Thomas a voyagé à Chicago avec moi, mais il a attendu dans un café de l'autre côté de la rue. Il ne m'a pas tenu le bras ni dit que je devais vaincre ma peur. Il a simplement dit qu'il resterait à proximité aussi longtemps que j'en aurais besoin. Je suis resté devant l'entrée pendant près de 20 minutes. Puis je suis entré seul. Le bâtiment semblait plus petit que dans mon souvenir. J'ai reconnu le hall, les tableaux d'affichage des billets et le couloir menant au bureau où Marcus m'avait interrogé. Mes mains tremblaient pendant que je photographiais les maçonneries, les luminaires, les cadres de porte et les panneaux endommagés. Je m'attendais à tout moment à voir la version de moi-même à 12 ans apparaître près de l'entrée, guettant un VUS bleu. Elle n'est jamais apparue. Ce jour-là m'a appris quelque chose d'important. La gare ne m'avait pas trahi. Elle m'avait abrité. Denise m'y avait remarqué. Marcus m'y avait cru. Les premiers adultes qui ont refusé d'excuser le comportement de Randall m'avaient trouvé à l'intérieur de ce bâtiment. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint une entreprise de restauration à Chicago. J'ai travaillé sur des bibliothèques, des théâtres, des palais de justice, des écoles et des gares vieillissants. Ma spécialité est devenue la réutilisation adaptative, préservant l'histoire d'une structure tout en la transformant en quelque chose de sûr et de fonctionnel pour les communautés modernes. Je portais une attention particulière aux entrées, aux lignes de vue, aux salles d'attente, à l'éclairage et aux espaces où les personnes effrayées pouvaient demander de l'aide sans se tenir au milieu d'une foule. Lily est restée mon amie la plus proche. Elle est devenue coordinatrice des services de logement et a aidé les familles à trouver un hébergement temporaire en cas d'urgence financière. Nous nous parlions plusieurs fois par semaine et passions toutes les grandes fêtes ensemble. Nous étions parfois en désaccord, mais nos désaccords ne se sont jamais transformés en campagne pour nous humilier l'une l'autre. Lily m'a appris que la sororité n'exigeait pas qu'une personne se fasse plus petite pour que l'autre puisse se sentir importante. J'ai rencontré Ethan Brooks lors de la restauration d'un palais de justice centenaire. Il était ingénieur en structure chargé d'évaluer les fondations. Notre relation s'est développée lentement car j'avais du mal avec la dépendance. Je maintenais des comptes séparés, je vérifiais 2 fois chaque dépense partagée et je gardais un sac d'urgence dans ma voiture bien après qu'il n'y ait plus de raison logique de le faire. Ethan ne s'est jamais moqué de ses habitudes. Il demandait ce qui me faisait me sentir en sécurité et respectait la réponse. Nous nous sommes mariés 4 ans plus tard.
J'ai gardé Dawson comme nom de famille professionnel et légal. À 29 ans, avec 2 anciens collègues, j'ai fondé Dawson Héritage Restauration. Notre entreprise restaurait des propriétés historiques et convertissait des bâtiments abandonnés en bureaux, centres communautaires, hôtels de charme et appartements abordables. Nous avons réussi parce que nous ne traitions pas les anciennes structures comme des objets décoratifs. Nous apprenions comment les gens se déplaçaient réellement à travers elles et ce que les communautés avaient besoin qu'elles deviennent. Un de nos plus grands projets a été la restauration d'une filature de textiles abandonnée en Caroline du Nord. Le travail nous a amenés, Ethan et moi, dans la région de Charlotte où nous avons finalement acheté une maison négligée des années 1920 à l'extérieur de la ville. La maison était grande, mais elle avait des fenêtres cassées, des planchers endommagés et des décennies de mauvaises réparations. Nous avons passé 2 ans à la restaurer pièce par pièce. Thomas a construit les étagères de la bibliothèque. Rebecca a choisi les plantes du jardin. Lily a réclamé une des chambres d'amis pour les visites de vacances. Chaque partie de cette maison représentait quelque chose que la famille Mercer ne m'avait jamais donné. La permanence sans la peur. Je n'ai jamais contacté Randall, Patricia ou Brooke. Je ne les ai pas suivis en ligne. Je n'ai pas cherché de preuves qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Pendant 20 ans, ils n'ont fait aucune tentative sérieuse pour me contacter non plus. Puis, en mars 2026, un magazine d'architecture a publié un profil sur notre restauration d'une gare ferroviaire historique. L'article incluait mon nom complet, une photographie, la ville où notre entreprise était basée et un paragraphe expliquant qu'une expérience dans une gare pendant l'enfance avait influencé ma conviction que les bâtiments publics devaient contenir des endroits visibles et accessibles pour les personnes cherchant de l'aide. Il ne mentionnait pas mon adresse personnelle. Brooke a trouvé l'article en cherchant mon nom après une dispute avec Randall et Patricia à propos d'argent. En utilisant les registres publics des entreprises et les registres fonciers, elle a finalement identifié le quartier où Ethan et moi vivions. À ce moment-là, les Mercer ne cherchaient plus l'enfant qu'ils avaient abandonné. Ils cherchaient la femme accomplie qu'ils croyaient pouvoir les sauver. Pendant que mon entreprise grandissait, Randall, Patricia et Brooke dépensaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Mercer Heating & Cooling est resté rentable pendant de nombreuses années, mais Randall traitait le compte de l'entreprise comme son portefeuille personnel. Il achetait des véhicules chers, modernisait la maison familiale et facturait les vacances sur les cartes de crédit de l'entreprise. Chaque fois qu'un comptable soulevait des inquiétudes, Randall insistait sur le fait que plus de clients résoudraient tout. Patricia contrôlait la comptabilité. Au lieu de le confronter, elle déplaçait les paiements entre les comptes, retardait les dépôts d'impôts et utilisait de nouveaux crédits pour couvrir d'anciennes dettes. Maintenir l'apparence du succès comptait plus pour elle que d'admettre que l'entreprise devenait instable. Brooke n'a jamais développé d'indépendance financière parce que Randall et Patricia la protégeaient de toutes les conséquences. Sa carrière dans la publicité s'est terminée avant l'âge adulte, mais la famille a continué à la traiter comme quelqu'un destiné à un succès extraordinaire. Quand un plan échouait, ils en finançaient un autre. D'abord, Brooke a ouvert une boutique en ligne d'accessoires de mariée. Elle a commandé beaucoup plus de stock qu'elle ne pouvait en vendre et a blâmé les algorithmes des médias sociaux lorsque l'entreprise a fermé. Ensuite, il y a eu un studio de cils et de beauté. Patricia a emprunté sur la maison pour payer les rénovations, l'équipement et 6 mois de loyer. Brooke a cessé de venir régulièrement après que les avis des clients soient devenus négatifs. Randall a payé le reste du bail. Sa 3e entreprise était une société d'organisation d'événements. Elle a dépensé beaucoup d'argent en images de marque, en photographie et en un bureau avant d'avoir suffisamment de clients pour soutenir tout cela. Quand cette entreprise a échoué, elle a blâmé d'anciens amis d'avoir refusé de la recommander. À ce moment-là, la maison avait une 2e hypothèque. Randall avait utilisé le crédit de l'entreprise pour couvrir les dépenses du ménage, et plusieurs véhicules de l'entreprise avaient des paiements en retard. Les techniciens expérimentés ont commencé à partir parce que les chèques de paie arrivaient en retard. Les clients ont annulé des contrats après des rendez-vous manqués et des réparations inachevées. Randall a blâmé les employés déloyaux. Patricia a blâmé l'économie. Brooke a blâmé les clients qui n'appréciaient pas la qualité. Aucun d'entre eux n'a changé ses dépenses. L'entreprise a perdu son plus grand compte commercial après que Randall n'ait pas renouvelé la documentation requise à temps. Les autorités fiscales ont déposé des privilèges. 2 véhicules de service ont été saisis. Le prêteur a entamé une procédure de saisie sur la maison des Mercer. C'est à ce moment-là que Brooke m'a cherché.
Elle a montré l'article de magazine à Randall et Patricia. Au lieu de discuter d'excuses, ils ont calculé ce qu'ils pensaient que je pouvais me permettre. Randall a trouvé des photographies de propriétés restaurées associées à mon entreprise et a supposé que je les possédais toutes personnellement. Patricia a cherché dans les registres publics jusqu'à ce qu'elle trouve l'acte de propriété de ma maison. Leur premier plan était de me demander de payer l'hypothèque. Lorsque la saisie a avancé trop rapidement, ils ont décidé que je devrais leur acheter une autre maison. Brooke a suggéré qu'elle pourrait travailler pour mon entreprise dans les relations publiques. Bien qu'ils n'aient aucune expérience en architecture ou en restauration, ils n'ont jamais contacté mon bureau. Randall a insisté sur le fait qu'apparaître en personne rendrait plus difficile pour moi de refuser. Il croyait toujours que la surprise, la pression et le mot famille le mettraient en contrôle. Leur maison a été saisie. Ils sont restés dans un motel bon marché jusqu'à ce que leur argent restant s'épuise. Après cela, ils ont dormi dans leur VUS pendant plusieurs nuits. Lily a confirmé plus tard que des refuges locaux, des programmes alimentaires et des services de logement d'urgence étaient disponibles, mais Randall les a rejetés car il considérait qu'il était humiliant de demander de l'aide à des étrangers. Apparemment, demander à la fille qu'il avait abandonnée était différent. Ils ont dépensé la majeure partie de leur argent restant en carburant pour atteindre la Caroline du Nord. Au moment où ils sont arrivés, leur téléphone était sur le point d'être déconnecté, leurs vêtements étaient emballés dans des sacs et Brooke n'avait pas mangé un repas complet depuis plusieurs jours. Leurs difficultés étaient réelles. Tout comme leur conviction que j'étais obligé de les résoudre. Ma première alerte de sonnette est arrivée alors que j'examinais des documents de construction dans mon bureau à domicile. Ethan était en bas en train de préparer le dîner. J'ai ouvert le flux de sécurité et j'ai reconnu Randall avant qu'il ne parle. Là j'avais changé son visage, mais pas la façon dont il se tenait quand il attendait l'obéissance. Ethan est entré dans le bureau après que la sonnette ait sonné pour la 6e fois. « Veux-tu que je réponde » a-t-il demandé. « Non, ai-je dit. C'est ma porte. Je décide de ce qui se passe ici. » J'ai activé le haut-parleur. Randall a demandé pardon. Patricia a commenté la taille de ma maison. Brooke a dit qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Quand ils m'ont appelé leur enfant, j'ai répondu, « Quel enfant ? L'enfant de qui ? Je ne suis pas votre enfant. Vous avez fait ce choix il y a 20 ans, ai-je dit. Maintenant, partez. » Ils ne sont pas partis. Après que je leur ai dit de partir, Randall a plaqué ses 2 mains contre la porte de sécurité verrouillée. « Nous avons conduit depuis l'Indiana, » a-t-il dit. « Tu ne peux pas nous rejeter comme des étrangers. Vous êtes des étrangers. Nous sommes tes parents. Vous m'avez laissé dans une gare dans un autre état. » Sa mâchoire s'est crispée. J'admets que le truc de la gare est allé trop loin. Le truc de la gare. 20 ans s'étaient écoulés et il ne pouvait toujours pas appeler cela un abandon. Randall a dit que les familles ne se tournaient pas le dos. Je lui ai rappelé que j'avais appris le contraire de lui. Il a soutenu que j'étais puéril et que je gardais rancune pour une seule erreur. Une seule erreur ne dure pas 20 ans, ai-je dit. Refuser la responsabilité pendant 20 ans, si. Patricia a commencé à pleurer. Pendant un instant, je me suis demandé si elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait. Puis elle a regardé à travers la vitre à côté de la porte. « Tu as tellement d'espace, » a-t-elle dit. « Je peux voir un escalier. Il doit y avoir 4 ou 5 chambres. Nous ne te dérangerions pas. » Cette phrase a levé tout doute. Elle ne pleurait pas la perte de sa fille. Elle évaluait la superficie disponible. Brooke s'est avancé vers la caméra. « Nous avons seulement besoin d'un endroit temporaire. Une fois que nous serons remis sur pied, nous partirons. Vous aviez 20 ans pour me contacter. Nous pensions que les Dawson t'avaient monté contre nous. Ils ne m'ont pas enlevé. Vous m'avez laissé. » Brooke a levé les yeux au ciel exactement comme elle le faisait quand elle avait 15 ans. « Ils t'ont tout donné. L'université, les relations, une entreprise. Pendant ce temps, j'ai dû me battre. J'ai failli rire. Même maintenant, elle considérait mon adoption comme un avantage injuste qu'elle aurait dû recevoir. On t'a donné des cours de théâtre, des concours de beauté, des entreprises, des prêts et toutes les secondes chances que nos parents pouvaient financer. J'ai dit, on m'a donné un sac d'épicerie de vêtements emprunté parce que vous m'avez laissé à Chicago. Ce n'est pas ce qui s'est passé.
Il y a des enregistrements de sécurité. Brooke a regardé Randall, puis de nouveau la caméra. Tu utilises toujours ces enregistrements pour nous faire paraître terribles. Je ne les ai jamais montrés à personne en dehors du processus légal. Vous vous êtes vous-même fait paraître terrible. Je leur ai dit clairement que je ne fournirais ni hébergement, ni argent, ni emploi, ni transport, ni contact supplémentaire. Je leur ai ordonné de quitter la propriété. Randall a de nouveau appuyé sur la sonnette. Ethan était resté à plusieurs mètres derrière moi, me permettant de contrôler la conversation. Quand Randall a commencé à frapper la porte de sécurité avec le côté de sa main en exigeant que je sorte, Ethan a contacté la police. J'ai cessé de répondre. Les trois ont continué à se disputer sur le porche. Patricia a insisté sur le fait que j'avais besoin de temps pour me calmer. Brooke s'est plainte du froid. Randall a dit que je regretterais de l'avoir humilié. 2 officiers sont arrivés environ 15 minutes plus tard. Je leur ai parlé par une entrée latérale pendant qu'Ethan fournissait les enregistrements de la sonnette. Randall a prétendu qu'il y avait eu un malentendu familial. Patricia a dit qu'ils avaient voyagé pour se réconcilier. Brooke a insisté sur le fait que je les avais invités puis que j'avais changé d'avis. Les enregistrements montraient le contraire. Les officiers leur ont ordonné de partir et ont émis un avertissement d'intrusion documenté. Randall a argumenté jusqu'à ce qu'un officier explique que revenir sur la propriété pourrait entraîner son expulsion et une contravention. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur VUS, Brooke s'est retourné et a crié « Tu abandonnes ta propre famille ». Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la soirée, j'ai envoyé à Lily les informations qu'il nous avait données. Comme elle travaillait dans les services de logement, elle a pu vérifier que leurs saisies et leurs problèmes financiers étaient globalement vrais. Elle a également confirmé que des refuges d'urgence, des programmes de repas et des services de logement temporaire étaient disponibles à proximité. Ils ont besoin d'aide, m'a dit Lily. Mais cela ne signifie pas que l'aide doit être ta maison. C'était la différence entre mes 2 sœurs. Brooke utilisait la souffrance comme une arme. Lily reconnaissait la souffrance sans exiger que je me sacrifie pour la résoudre. Le lendemain matin, Ethan a remarqué le VUS des Mercey garé près du bord de notre propriété. Randall s'est approché du portail latéral malgré l'avertissement. Brooke se tenait près du véhicule en enregistrant avec son téléphone. Quand je suis apparu derrière le portail verrouillé, Brooke a élevé la voix pour la caméra. Notre sœur riche laisse sa famille affamée dormir dans une voiture. Elle voulait une réaction qu'elle pourrait publier en ligne. Elle voulait que je devienne la méchante dans une histoire où les 20 premières années avaient été supprimées. Je n'ai pas argumenté. J'ai contacté la police et expliqué qu'un avertissement d'intrusion avait été émis la veille au soir. Randall a essayé d'ouvrir le portail. Tu vas appeler la police sur ton propre père. Tu m'as appris que les actions ont des conséquences, ai-je dit. J'ai finalement appris la leçon. Parce que l'avertissement précédent avait été documenté, le deuxième incident a eu des conséquences. Randall a été expulsé de la propriété et a reçu une contravention pour intrusion répétée. Patricia et Brooke ont reçu l'ordre de partir. Les officiers leur ont donné des informations sur l'hébergement d'urgence et les services alimentaires. Mon avocat a envoyé un avis formel indiquant que toute communication devait cesser. Nous avons conservé les enregistrements de sécurité, les enregistrements de la sonnette, les rapports de police et tous les messages qu'ils avaient envoyés. Brooke a trouvé un dernier numéro que je n'avais pas bloqué. Son message disait « Tu as détruit cette famille il y a 20 ans, et maintenant tu l'as fait à nouveau. » Je l'ai lu une fois, puis j'ai bloqué le numéro. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je ne leur ai pas rendu visite. Je n'ai pas contacté le système de refuge pour demander des nouvelles. Des documents publics liés à la contravention de Randall ont indiqué plus tard que la famille était entrée dans un programme de motel temporaire. Un autre dossier mentionnait un employeur d'entrepôt pour Brooke. C'est tout ce que j'ai appris, et c'était plus que ce que j'avais demandé à savoir. Leurs difficultés n'ont pas disparu quand j'ai fermé ma porte. Elles sont simplement devenues les leurs à affronter. Randall a perdu l'autorité qu'il avait toujours supposé détenir sur moi. Patricia a perdu l'image d'une famille parfaite qu'elle avait protégée plus farouchement que n'importe quel enfant réel. Brooke a été forcée de chercher un emploi sans qu'une autre entreprise ne soit financée pour elle. Aucun d'entre eux n'a eu accès à ma maison ou à ma vie. Plusieurs mois plus tard, Dawson Héritage Restauration a accepté un projet à la gare Union de Chicago.
Nous avons fait don du travail de conception et nous sommes associés à des organisations locales pour rénover un bureau inutilisé près du hall principal. Il est devenu une salle d'assistance sécurisée pour les mineurs bloqués, les voyageurs séparés et les passagers vulnérables en attente des services sociaux ou des forces de l'ordre. Nous l'avons nommée la salle d'assistance Denise Holloway. Denise a assisté à la cérémonie d'ouverture. Elle était à la retraite à ce moment-là, mais je l'ai reconnue immédiatement. Quand je l'ai remerciée de m'avoir remarqué 20 ans plus tôt, elle a secoué la tête. Tu essayais très fort d'être invisible. Elle a dit, quelqu'un devait juste continuer à regarder. Je suis entrée dans cette gare à 12 ans en croyant que j'avais été rejetée parce que je n'étais pas assez intelligente, utile ou aimable. J'y suis retournée à 32 ans en sachant que leur cruauté n'avait jamais mesuré ma valeur. Elle avait mesuré leur caractère. Je n'avais pas besoin de pardon pour guérir. Je n'avais pas besoin de vengeance pour prouver que j'avais survécu. J'avais besoin de limites assez solides pour protéger la vie que j'avais construite. Les difficultés de quelqu'un peuvent être authentiques sans devenir votre responsabilité. La compassion n'exige pas un accès illimité. Le sang n'efface pas la trahison. Et parfois, fermer la porte n'est pas un acte de cruauté. C'est parfois la décision la plus saine que vous prendrez jamais. Nous espérons que l'histoire vous a donné à la fois une fin satisfaisante et une leçon significative. Cette vidéo est complètement fictive et créée uniquement pour la réflexion dramatique et le divertissement éducatif. Nous espérons qu'elle vous rappelle que protéger votre cœur ne vous rend pas froid. Cela signifie que vous avez enfin appris à être prudent avec ce qui a été autrefois traité avec négligence. Vous pouvez rester bienveillant tout en devenant plus sage sur qui mérite d'avoir accès à votre confiance.